La semaine passée, on a vu des choses un peu plus techniques, un peu plus complexes. On va juste les reviser ensemble. Si vous voulez tourner à la page 1 de la leçon 5 sur les origines de la vie, la perspective de l'homme naturel et la perspective de l'homme spirituel envers les origines de la vie de toutes choses. Donc, on a vu les différents sujets. Premièrement, le débat. Deuxièmement, la tentative de créer la vie, les probabilités pour la vie. On va regarder ça ce soir. Les conditions nécessaires aussi pour la vie, ainsi que la complexité de la vie. Donc, premièrement, le débat. On a vu que le modèle évolutif présente la Terre comme ayant été formée par un processus naturel il y a environ 4,6 milliards d'années. Ensuite, les éléments chimiques de la Terre se sont formés dans une immense soupe sur la surface de la Terre. Ces éléments chimiques-là, presque miraculeusement, se sont joints ensemble en molécules. Ces molécules-là se sont développées dans des spécificités, puis finalement, les premiers organismes unicellulaires se sont développés alors que ces cellules vivantes-là se sont reproduites. Donc, pour le modèle évolutif, c'est le temps avec la chance qui a amené la vie. On va parler encore un peu de ça ce soir. Le modèle créationniste est beaucoup plus simple. Il nous dit que non, c'est Dieu qui a fait toutes choses. C'est lui qui est à l'origine de la vie. C'est lui qui est à l'origine de la vie de l'homme aussi. La leçon 6, nous allons regarder les origines de l'homme pour voir ce que la science a à dire sur la question de l'homme. Un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine, si on a le temps de débuter cela. Ensuite, on a vu les tentatives de créer la vie en laboratoire. Puis ça a tout débuté avec l'expérience de Miller en 1952. C'est-à-dire qu'il y avait eu d'autres expériences, mais c'est lui qui a vraiment fait en sorte que cette approche-là à l'origine de la vie est devenue très, très connue dans les médias, puis est devenue très populaire, puis surtout que les médias ont présenté cela de différentes manières, des fois des manières un peu plus poussées que d'autres, mais pour eux, c'était un succès. M. Miller a démontré que les lois naturelles pouvaient créer les éléments de la vie même, d'après ce que les médias ont dit. Mais est-ce qu'il a réellement créé la vie? On s'est concentré un petit peu sur ce qui s'est produit dans ces expériences-là. Un auteur dit plus de 30 ans d'expérience sur les origines de la vie ont permis une meilleure compréhension de l'immensité du problème de l'origine de la vie sur Terre plutôt qu'une solution. Même 30 ans après, M. Miller, 30 ans après, alors que plusieurs laboratoires ont continué les expériences, ils se sont aperçus que finalement, ils n'arrivaient pas à quelque chose de satisfaisant au niveau de la vie. Ça, c'est les écrits scientifiques qui présentent ça. Souvent, dans les médias, on va se concentrer juste sur l'aspect positif qu'effectivement, M. Miller a fait les éléments de base de la vie. Mais dans les journaux scientifiques, la plupart du temps, ils sont prêts au moins à reconnaître que non, la vie est certainement pas, on n'a même pas approché de la vie en laboratoire. Qu'est-ce qui a été produit finalement? On a produit des acides aminés. Il y a 20 acides aminés de base dans les organismes vivants. Puis M. Miller a été capable d'en faire quelques-unes de ces acides aminés-là. Maintenant, on a vu le problème, c'est qu'elles sont tous, elles ne sont pas tous gauchères. Il y en a des gauchères et la même quantité de droitières. Et à ce moment-là, ils s'éliminent, ils se détruisent automatiquement. Et il faut absolument que ce soit seulement des acides aminés gauchères pour que les réactions puissent engendrer finalement les cellules et plus tard la vie. Aussi, on a vu qu'il n'y a eu aucun polymère ou aucune protéine. C'est-à-dire qu'il a regardé ses expériences, puis il a continué à en faire, puis ça ne s'est jamais joint ensemble. Des années plus tard, alors qu'on a commencé à ajuster l'équipement, alors qu'on a commencé à vraiment programmer les réactions, on a été capable de produire la première protéine. Mais c'est vraiment plus du hasard, c'était un contrôle total de l'expérience. Donc, ce n'est pas la nature qui fait cela. Et d'ailleurs, on voit pourquoi les protéines ne peuvent pas exister, pourquoi il n'y a pas de polymère qui se forme dans la nature, c'est qu'on a besoin d'une information, un code pour diriger la formation des protéines.
Ce code-là vient de l'ADN. Là, on a vu toutes sortes d'auteurs, mais même si une telle molécule pouvait se former par la chance, elle ne pourrait jamais se reproduire elle-même. Le fait que la molécule d'ADN est nécessaire pour la reproduction et qu'elle ne peut coopérer dans la présence d'une protéine qu'elle avait précédemment spécifiée et organisée semble être un obstacle insurmontable dans cette phase vitale de l'évolution. Et effectivement, si c'est juste un processus naturel, ça ne peut pas amener la protéine à se former, puis ensuite les protéines à former l'ADN, puis les cellules et tous les autres aspects. Il y a un gouffre énorme. Et en fait, maintenant, la plupart des scientifiques qui veulent vraiment parler du progrès envers les origines vont dire que c'était un échec. Les tentatives que Miller et ses contemporains ont fait, c'était un échec. Puis là, on commence à parler de d'autres possibilités. Par exemple, on va le voir ce soir, la question qu'au lieu que ce soit sur une soupe primitive, que c'était peut-être dans le fond de l'océan, de cet océan primitif-là, que la vie serait apparue. Et on va parler de la théorie de l'hydrolyse un petit peu plus tard. Mais concernant cet échec-là, un auteur a dit « Les explications terrestres sont impotentes et non viables. » Puis les scientifiques vont commencer à dire « Non, la vie a dû venir d'une autre planète. » Soit sur le dos d'un météore. Par exemple, il y a quelques années de cela, la NASA avait dit qu'ils ont trouvé des preuves de vie sur un météore qu'ils avaient trouvé dans l'Antarctique. Ils ont fait tout un cas de cela. Et finalement, après avoir dit cela, les scientifiques ont commencé à regarder la situation. Ils se sont aperçus que le météore, c'était pas certain qu'il venait de la planète Mars, comme ça avait été suggéré, et que même les traces d'activité, c'était des traces organiques. La plupart des scientifiques aujourd'hui disent que c'est des traces de réactions chimiques. Et ce n'était pas vraiment des bactéries. Parce que là, on est en train de dire, bon, ben, il doit y avoir des bactéries sur la planète Mars, qui a supposément des sources d'eau souterraines. Donc, la vie a dû se produire sur la planète Mars. Mais quand on regarde ces choses-là, on voit que les gens essaient de trouver des explications, même très farfelues par moment. Pourquoi? Parce que quand ils regardent les faits qu'on voit autour de nous, la vie ne pourrait pas apparaître par elle-même. Certains parlent de cristaux qui auraient peut-être tombé avec des météores, puis la vie aurait été peut-être prise dans ces cristaux-là, puis avec l'activité volcanique, ça aurait fait fondre des cristaux, et là, elle aurait pu se répandre sur la Terre. Et pourquoi donnent-ils ces autres hypothèses-là? C'est pour démontrer que quand ils sont francs, ils n'ont aucune explication pour l'origine de la vie. Maintenant, les probabilités pour la vie. Les probabilités. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle la science des probabilités, ou l'étude des probabilités. Ces probabilités-là sont bien reconnues pour la plupart d'après les chances qu'un événement se produise. Par exemple, je voulais amener un 25 sous ce soir, ou un dollar, je n'y ai pas pensé. Mais si vous prenez un dollar et vous l'envoyez dans les airs, puis là, vous le rattrapez et vous le mettez sur votre main, quelles sont les probabilités que ça va être le visage de la reine ou le visage d'un président sur le dollar? Oui, 50% ou une chance sur deux. Maintenant, si vous voulez faire ça à 2 reprises de suite, encore une fois le prendre, puis l'envoyer, puis le mettre, que ce soit encore un visage, c'est une chance sur 4. Ils vont regarder toutes les possibilités jusqu'à temps qu'il y ait 2 visages, puis c'est une chance sur 4. Si vous voulez 3 visages, c'est une chance sur 8. 3 visages de suite. 8 visages de suite, 8 têtes de suite, c'est une chance sur 256. En fait, si vous voulez tourner une pièce de monnaie et avoir toujours la face ou la tête à 100 reprises de suite, c'est une chance sur 10 avec 30 zéros après. Donc, les possibilités sont presque nulles. C'était long de faire ça, hein, en passant. Ça nous a pris du temps. Je me probabilité que ça tombe sur la tranche, c'est quoi? Ça tombe Sur la tranche. Oui. je ne sais pas s'ils vont calculer ça. On disait,
sa face, on va jouer au hockey. Sur le côté, on va jouer au soccer. Puis ça tranche à chemin de À un moment donné, je regardais une émission, plus une émission, puis il y avait c'était un genre de dessin animé, c'est un monsieur qui rentre dans un casino. Et vous savez, les probabilités de gagner dans un casino peuvent être déterminées d'après les différentes possibilités. En tout cas, ils vous le disent, là, par exemple, à la loterie. Si vous jouez à la loterie, ils vont dire, ben, pour telle et telle sorte de loterie, c'est une chance sur 12 millions de gagner, ou peu importe. Donc là, il arrive à une machine de casino, et là, il disait, aujourd'hui, on a une machine qui est spéciale. Il dit, si vous réussissez à avoir toutes les mêmes images, un après l'autre, vous allez gagner la première cellule vivante qui est apparue sur la Terre. Donc là, le gars, il dit, ah oui, il dit, ok, ben, je sais. Là, il fait tourner son chose, puis là, oups, une protéine tombe. Ah, il est content. Il fait tourner encore. Là, encore une protéine tombe dans la roulette. Puis encore une fois, puis il y a 4 protéines qui tombent. Là, la lumière allume. C'est un gagnant, c'est un gagnant. Puis là, la personne dit, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je gagne? Il dit, comme je vous ai dit, c'est la première cellule vivante. Mais il dit, vous devez faire ça avec chacune des 50 000 prochaines machines pour pouvoir avoir une cellule vivante. Et grâce à ce qu'on connaît de la complexité de la vie, on est capable de déterminer les probabilités que ces choses-là se produisent. À la page 2, au point numéro 3, on a les probabilités en général d'obtenir un côté de visage avec une pièce de monnaie. Ensuite, la lettre B, les probabilités pour la vie. Puis pour avoir une acide aminé, puis réussir avec la chance à développer une acide aminée par elle-même, ou les acides aminés, je devrais dire, qui sont nécessaires à la vie, et ils estiment que c'est une chance sur 10 à la 50. 10 avec 50 zéros. En d'autres mots, que la nature produise tous les acides aminés nécessaires pour pouvoir ensuite produire les protéines, et ainsi de suite. Il y a plus de probabilité que vous preniez une pièce d'argent, puis que vous l'envoyiez dans les airs, puis que vous la mettiez sur votre main à 100 reprises, une fois après l'autre, puis ça sera toujours le visage. En d'autres mots, il n'y a pas grande possibilité, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un auteur qui dit ça. Un autre auteur, le même auteur dit, une seule protéine, c'est un expert dans la science des probabilités, une seule protéine, on parle que la nature puisse joindre ensemble des acides aminés par elle-même, puis faire une structure de polymère, puis produire une protéine, on parle d'une chance fois 10 à la 191. 191 zéro. Ce même auteur-là dit, pour qu'une seule cellule puisse se produire dans les processus naturels, lui, il considère que c'est une chance à la 10 à la 40 000. 40 000 zéros. En d'autres mots, on peut dire que c'est nul. D'après la science de la probabilité. Maintenant, il y a des scientifiques qui disent, oui, mais il y a toujours des possibilités, même si les chances ou les probabilités sont presque nulles. Puis ils vont se baser surtout sur le fait que ça s'est produit. L'évolution l'a fait. Des grands auteurs là, qui vont parler eux-mêmes du fait que c'est farfelu de croire ça, mais puisque ça s'est produit, et puisque l'adaptation ou la sélection naturelle, puis les mutations ont produit ça, mais on voit que c'est possible. Donc, on appelle ça un raisonnement circulaire. Parce que dans le fond, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, puis ils veulent s'en sortir après ça en disant, mais ça s'est produit. Un autre spécialiste que j'ai lu sur la question dit que pour lui, une seule protéine, ça serait une chance fois 10 à la 40 000, puis qu'une seule cellule, ça serait une chance fois 10 à la 340 000. 340 000 zéros. Et lui, cet homme-là, c'est un évolutionniste. Monsieur Morovitch, qui est un spécialiste en biophysique, mais aussi un spécialiste dans la science de la probabilité, dit que pour lui, c'est bien évident que c'est impossible.
puis que quand il regarde tous les détails qui devraient se faire, puis toutes les choses qui devraient venir une après l'autre dans la bonne séquence, les probabilités nous disent que c'est impossible, que ça ne se peut pas, ça ne peut se produire. Un auteur a dit, si une séquence d'acides aminés était sélectionnée au hasard, quelles sont les chances que cela se produise? La grande majorité des séquences ne pourraient jamais être synthétisées du tout en aucun cas. La vie ne peut pas se développer par elle-même. Ça ne peut pas se faire au hasard. Même si on donne des milliards d'années pour que toutes les séquences et toutes les différentes possibilités puissent interagir, ça ne se peut tout simplement pas. C'est impossible. Un autre auteur, la possibilité que la vie se soit produite par un accident chimique est, en résumé, l'équivalent de 0 chance ou aucune chance. Là, ce n'est pas des créationnistes, ce n'est pas des chrétiens, là. Mais ils sont assez honnêtes pour le dire. Il n'y en a pas de possibilité, il n'y en a pas de chance. Lui, c'est un chrétien, par contre. Il dit, c'est encore un chiffre infiniment petit. En effet, il représente une chance sur 1 million de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards. En gros, il n'y a pas de chance du tout que ce soit arrivé. Il est inconcevable, sauf pour un évolutionniste endoctriné. C'est ça le problème. C'est que les gens veulent bien croire à leur religion. C'est pour ça qu'ils propagent ça, parce qu'ils croient. Je lisais cette semaine concernant... Ils disent qu'ils ne sont pas une religion, finalement. Ils ont oui. Ah, c'est très clair. C'en est une. Mais je lisais un auteur cette semaine qui a avoué, et la citation, je vais l'utiliser un peu plus tard, mais qui a avoué qu'effectivement, la sélection naturelle ne pourrait pas, en toute bonne probabilité, amener la vie où elle est aujourd'hui, dans tous ses développements. Mais il dit, ce qui est merveilleux, c'est que c'est ma foi qu'elle est capable de le faire, même si c'est totalement improbable. Elle est capable de le faire. Et il avoue tout simplement, mais sauf pour un évolutionniste endoctriné, qu'un système vivant se soit formé par la chance, c'est totalement impossible. Aucun papier ou livre n'explique en détail comment des systèmes complexes sont apparus. Et cet homme-là, c'est un expert en biochimie, M. Behe. Il dit, aucun livre est capable de nous expliquer comment ça se serait fait. Alors pourquoi le darwinisme est-il si crédible pour tant de biochimistes? Pour ses contemporains, pour les gens qui travaillent dans le même domaine que lui, pourquoi est-ce qu'ils acceptent ça? Une grande partie de la réponse, ce n'est pas un chrétien, cet homme-là, en passant. Il est catholique, mais il ne dit pas mettre sa foi en Christ selon les termes des Écritures. Là. Il n'est pas créationniste, il ne croit même pas à la création directe et immédiate de Dieu. Mais il dit, une grande partie de la réponse est qu'ils, ces gens-là, furent enseignés dans leur formation biochimique que le darwinisme est vrai. C'est ce qui est enseigné aux nouveaux scientifiques. À un moment donné, mon beau-frère, qui a une maîtrise en biologie, m'a abordé dans le temps des fêtes, des années de cela, puis il avait bu quelques bières, fait qu'il était plus ouvert à discuter de ces choses-là. Il dit, crois-tu au créationnisme? J'ai dit, oui, je crois au créationnisme. Puis quand il m'a regardé, puis c'est un homme beaucoup plus gros, bâti que moi, puis quand il m'a regardé, il a serré ses poings là-dessus. Et là, je ne savais pas ce qui allait se produire. J'ai pris un pas en arrière, je me suis tenu ça. Je n'étais pas certain. Il dit, ça là, c'est du fanatisme. Ça là, c'est anti-scientifique. Là, il a décrié tout cela. Puis j'ai dit, bien, veux-tu qu'on analyse les questions, puis qu'on parle des différentes choses? Puis non, pas question. Mais on lui a dit que l'évolution, c'est un fait. Vous savez, vous pouvez prendre des grandes encyclopédies comme l'encyclopédie britannique, puis aller voir la question de l'évolution. C'est marqué dans l'encyclopédie britannique que ce n'est plus une théorie, c'est un fait. Ça s'est réellement produit. C'est comme ça qu'on enseigne ça, que ce n'est pas quelque chose de farfelu, non, ça s'est produit, c'est la réalité. En fait, c'est une des erreurs de la logique qu'on appelle l'erreur de l'autorité. L'erreur de l'autorité.
C'est-à-dire qu'on accepte une autorité quelconque plutôt que des faits pour démontrer que quelque chose est vrai. Si l'université Harvard le dit, si les spécialistes de l'université Yale le disent, les grandes universités du monde qui, eux, publient les grandes revues, qui sont vraiment le pouls derrière le monde scientifique, si eux le disent, à ce moment-là, il n'y a pas de question, c'est vrai. Et ça, c'est une erreur. Parce que la logique nous dit qu'il faut aller au fond des questions pour examiner s'il y a un bien fondé derrière les questions. Et pas tout simplement toutes sortes de suppositions qui nous portent à arriver à une conclusion quelconque. Mais c'est cette idée-là concernant l'autorité. Ce même auteur dit plusieurs étudiants apprennent dans leur manuel scolaire à l'université comment voir le monde au travers les lunettes évolutives. Des fois, on parle des lunettes théologiques. Les témoins de Jéhovah utilisent les lunettes de Charles Taze Russell. On les appelle les Russellites. Pourquoi? Parce que Charles Taze Russell leur a dit comment voir la Bible, comment l'interpréter, comment imposer à la Bible leur doctrine. Puis quand ils lisent la Bible, ils ne sont pas objectifs, ils ont ces lunettes-là, puis ils imposent à la Bible ce qu'ils veulent bien imposer. Mais dans le monde naturel, puis dans le grand livre de la création, ces scientifiques-là font exactement la même chose. Ils arrivent à l'université, on leur donne une paire de lunettes, des lunettes darwinistes. Là, vous allez voir toute la vie, vous allez tout interpréter les données scientifiques d'après ces lunettes-là. On estime que plus une personne monte dans les échelons de l'éducation séculière, plus il y a une possibilité qu'il va être un darwiniste, un évolutionniste et probablement un athée. Vous savez, les plus grandes universités du monde, l'élite des universités exige que leurs professeurs suivent à la lettre le darwinisme. Il y a très peu de professeurs chrétiens dans ces universités-là. L'Université de Chicago, pas de problème. Il y a des professeurs chrétiens. L'Université de Montréal, pas de problème. Mais les grandes universités en Angleterre et aux États-Unis, qui sont l'élite universitaire, dans ces instituts-là, il faut rejeter la parole de Dieu, puis rejeter le créationnisme. C'est ce qu'on exige d'eux, puis un très haut taux d'incrédulité. Mais c'est-à-dire tous les scientifiques se confient dans l'autorité pour presque toutes les connaissances scientifiques. Il dit concernant encore cette question-là, la grande majorité des scientifiques croient que le darwinisme est vrai. Mais je vous ai déjà dit, je vais parler de dizaines de milliers de scientifiques qui ont des maîtrises et des doctorats en sciences, des grandes universités. Mais eux sont créationnistes. Puis ils disent non, ce n'est pas vrai. Mais la grande majorité croit que le darwinisme est vrai. Mais les scientifiques, comme tout le monde, basent la plupart de leurs opinions sur la parole des autres personnes, sur la parole de leurs professeurs puis des institutions avant eux. De la grande majorité qui accepte le darwinisme, la plupart, bien que pas tous, le font basé sur l'autorité derrière leur formation. Ceux qui leur ont enseigné ces choses-là, puis les institutions qui les représentent. Encore une dernière citation. Tous les scientifiques dépendent de l'autorité pour presque toutes leurs croyances scientifiques. Je veux juste vous lire quelque chose concernant l'éducation. J'étais en train de lire... Oui, Anne? Je disais, comment ça se peut dire scientifique? C'est déjà qu'au départ, ils ne font pas la preuve de ce que dit l'autorité, parce que quand tu fais la recherche, il faut que tu aies la bonne base pour partir, pour pouvoir faire évaluer ta recherche, puis savoir tes bons, que ce soit pour un médicament ou pour une loi, tu ne peux pas te fier ce que... Mais il faut comprendre que le monde scientifique, c'est un monde très difficile. Comme carrière, je parle. Quelqu'un qui veut avoir une carrière dans le monde scientifique, mon beau-frère, il a son baccalauréat en biologie, puis il a une maîtrise en biologie aquatique. Et il travaille en pharmacologie. Il ne travaille pas du tout dans ça. Pour pouvoir rentrer dans les laboratoires, puis travailler, puis faire des expériences, puis ainsi de suite, il faut être commandité par des organismes.
Pour être commandité, il faut suivre les règles du monde académique. Puis sinon, ce qui arrive, c'est qu'il y a une bonne possibilité que tu perdes finalement la possibilité d'être un enseignant ou d'être un scientifique qui travaille dans la recherche ou qui publie ses découvertes, puis ainsi de suite. Mais juste en philosophie, quand j'ai gradué, j'étais chrétienne du Cégep à Québec. Puis, dans mon cours de philo, dans la dernière session, ils savaient que j'étais chrétienne parce qu'on parlait de philosophes et tout, là. Puis, il y en a certains comme dans ça qu'on ne sait pas trop s'ils sont chrétiens et ainsi de suite. Puis, j'ai répondu une question comme les cours de philo. Souvent, c'est une ou deux questions dans l'examen final. Je devais répondre selon ce qu'elle nous avait enseigné. C'est ce que j'ai fait. J'ai répondu selon ce qu'elle avait enseigné, puis à la fin, j'ai marqué « je ne suis pas d'accord ». Puis là, j'ai fait un témoignage. Je me disais « si je coule, je coule ». Pas plus grave que ça, tu sais, mais j'ai dit « je ne suis pas du tout d'accord, mais je vous ai donné l'information que vous vouliez ». Puis, mais c'était complètement pas ce que je crois de la Bible. Puis de dire que la Bible, je ne me rappelle pas exactement, mais je sais que je n'étais pas à l'aise avec ça. Mais c'est ce que je devais répondre. Donc, imagine, point de vue scientifique. Ça, c'était juste des cours de philo, là. Je m'en allais pas en philosophie, là, par la suite. Puis, il fallait vraiment dire qu'est-ce qu'il voulait. Puis, je suis sûre qu'il y en a d'autres témoignages de ça. Pour toi, en chiropratie, c'est ça. Neurophysiologie, biochimie, il faut tout retenir. Ce qu'eux disent, ouais. Mais il faut réaliser que le monde académique met une grande pression sur les étudiants pour qu'ils deviennent de bons darwinistes. Ça, c'est pas étonnant parce que la Bible nous dit que le Dieu de ce monde est derrière les philosophies de ce monde. Et en tant que chrétien, si on ne fait pas attention, même nous, lorsqu'on lit le journal, on lit une revue, on écoute une émission à la télévision, on entend ces choses-là, puis si on ne fait pas attention, on va être séduit. Nous aussi, Colossiens 2.8 nous met en garde concernant les philosophies qui cherchent à nous séduire, à nous détourner de Dieu. Éphésiens 4.14 nous dit que la tromperie des hommes est là dans leur ruse et dans leur séduction pour nous éloigner de la vérité de Dieu. Le malin sait comment utiliser l'homme pour tromper l'homme. Puis, il y a un homme M. Steinberg, c'est un juif, pas Steinberg ici, Steinberg, je pense qu'il s'appelait. C'est un Américain. Puis, cet homme-là, c'est un animateur. Pendant des années, il a été très populaire. Puis, à un moment donné, il a appris la situation d'un professeur qui a un doctorat en biochimie d'une grande université qui s'est fait expulser. Puis, il a fait un film documentaire sur les expulsions des chrétiens des grandes universités du monde ou des laboratoires scientifiques, et ainsi de suite. Là, il va voir chacune des personnes qu'il cite. Il dit, pourquoi est-ce qu'on vous a expulsés? Parce que j'ai osé parler d'un dessein intelligent derrière toute chose. Parce que j'ai osé mettre en doute le dogme du darwinisme. Là, il passe un après l'autre. Puis il explique toutes ces choses-là. C'est juste en anglais, par contre. Mais c'est incroyable la pression des gens que ça fait 20, 30 ans qui sont dans le monde scientifique, qui ont toujours eu une bonne position, puis qui perdent dès qu'ils publient quelque chose qui est révisé par leur père, puis là, ça amène la critique, les universités entendent parler de ça, puis ils perdent leur position de professeur, puis ils perdent toutes sortes de situations, mais il y a une grande, grande pression. Mais moi, je pense à un autre aspect de ça. Je pense au fait que Dieu nous dit « Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il récoltera. » Puis je pense aux jeunes qui sont dans les universités aujourd'hui, puis ou au cégep, et même au secondaire, ça commence très tôt, mais ces jeunes-là qui sont endoctrinés. Et vous savez, il y a un grand exode dans les milieux évangéliques. On estime qu'à peu près 75% des adolescents rendus à peu près à l'âge de 17-18 ans quittent la foi. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La Bible, c'est un mythe. La Bible, c'est plein de légendes. La Bible est remplie de contradictions. La Bible n'est pas scientifique, elle n'est pas historique. On est toujours en train d'attaquer. À un moment donné, la foi vient de ce qu'on entend. Mais si on n'entend pas les bonnes choses, on va avoir des problèmes. Je suis en train de lire un livre à un moment donné, ça s'appelle « Les deux grandes tâches de l'érudit chrétien ». Les deux grandes tâches d'amener une personne au salut,
puis ensuite d'éduquer sa pensée pour qu'il soit en accord avec la pensée de Dieu. Ce pas des auteurs qui sont très, très conservateurs dans certaines choses, il y en a qui sont écuméniques, et ainsi de suite. Mais cet auteur-là m'a frappé, il a dit toute la prédication qu'on peut donner dans le monde et tous les soins aimables des parents envers leurs enfants ne pourraient jamais contrer toute l'exposition jour après jour pendant près de 15 à 20 ans de scolarité, dépendant si la personne va là, plus loin dans les cycles universitaires, ne pourraient jamais canceller l'influence qui va affecter la moralité et la spiritualité alors qu'ils entendent et qu'ils voient les vérités du darwinisme. Il dit même ce qu'ils vont apprendre à l'Église et ce qu'ils vont apprendre à la maison en quelques heures par semaine ne pourrait jamais contrer cela. Donc, le problème de l'école et de l'université, les études supérieures, est le problème le plus critique qui afflige le monde occidental. C'est exactement ça. Pourquoi est-ce que la plupart des scientifiques sont convaincus que le darwinisme et l'évolutionnisme, que la vie est apparue par la chance? C'est parce que c'est exactement ce qu'on leur a dit. On leur a répété cela de manière dogmatique pendant des années. Adolf Hitler a dit, si on dit quelque chose assez souvent, assez fortement et assez longtemps, les gens vont le croire. Puis il l'a bien prouvé avec le peuple allemand, qui était prêt à exterminer, à faire des génocides contre d'autres nationalités, parce qu'il disait, ce ne sont pas des humains, ce sont tout simplement des primates moins évolués que la race aryenne ou la race germanique, puis ainsi de suite. Mais donc, toute cette idée-là concernant l'apparition de la vie, ça ne vient pas de la science. Les cellules les plus simples n'auraient jamais pu apparaître par la chance. Un autre auteur dit « L'origine de la vie est un problème si entêté qu'il n'y a pas de solution en vue. » Un autre auteur dit « Les chances que la vie arriva simplement par hasard sont aussi probables que celles qu'un ouragan, passant par une cour à rebut, ait produit un Boeing 747. » Qui serait assez insensé pour croire que dans la cour d'un immense, ça prendrait une immense cour à rebut, cour à scrap, là, qu'on mettrait un Boeing 747, qu'on dirait que c'est un ouragan qui a pris tous les morceaux qui a bâti ce Boeing 747-là. On dirait, voyons donc, t'en demandes un peu trop, là. Hein, j'ai pas assez de foi pour croire à ta théorie. Et pourtant, on propage ça que la vie aurait pu se produire comme cela, quand c'est totalement insensé de le croire. Quelles sont les conditions qui sont nécessaires à la vie? Point numéro 4. Les conditions qui sont nécessaires pour que la vie puisse apparaître par hasard et par un processus naturel. Selon les évolutionnistes, l'atmosphère à cette époque sur la Terre ancienne ne devait pas contenir d'oxygène. Ça, c'est une des conditions. On l'a déjà dit. Vous apprenez de l'hydrogène, puis l'hydrogène qui se mélange avec certains des éléments qu'on connaît aujourd'hui va produire du méthane, puis va produire des autres éléments qu'on met toujours dans les expériences en laboratoire pour essayer de produire la vie. Mais en plus de cela, on nous dit un des critères principaux et probablement le critère le plus important dans les conditions primitives de la Terre, il y a des milliards d'années, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'oxygène dans l'air. La raison principale, on va le voir dans un instant, c'est que l'oxygène détruit les réactions chimiques qui auraient pu permettre aux acides aminés de devenir des protéines, puis ainsi de suite. L'oxygène est très, très nocif. S'il n'y a pas les conditions nécessaires, l'oxygène peut être destructeur. Et donc, c'est pour ça qu'on dit ça dans les manuels. On nous parle, il y a des milliards d'années, la Terre s'est refroidie, puis il a plu sur les roches de la Terre pendant des millions d'années, puis finalement, il y avait une grande soupe. Il n'y avait pas d'oxygène dans l'air à cette époque-là. Puis là, on présente ça dans les manuels dès l'enfance aux enfants. Mais est-ce qu'il y a des preuves scientifiques de cela? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'oxygène?
Vous savez, la seule raison pourquoi on dit cela dans les conditions initiales, c'est parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'oxygène. Mais si on prend les roches qu'on estime vieilles de milliards d'années, il y a 4,6 milliards d'années, la Terre s'est formée, mais il y a 3 milliards d'années, la Terre était là dans ce processus évolutif. On prend des roches, on voit des traces d'oxydation. C'est-à-dire qu'il y avait de l'oxygène sur la Terre. Et il y a amplement de preuves pour ça. Mais on a dit qu'il n'y en avait pas parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Encore une fois, c'est un raisonnement circulaire. On ne peut pas accepter cela. L'atmosphère ancienne, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est évident que l'oxydation était présente sur ces pierres-là. À travers toutes les couches qu'on regarde, la stratification, on trouve toujours ces preuves-là qu'il y avait de l'oxygène. Les géologues savent, à partir de leurs analyses des roches les plus vieilles, que le niveau d'oxygène dans l'atmosphère d'alors devait être bien plus élevé que ce qui avait été calculé auparavant. Vous savez, ce que j'aime du docteur Kent Hovind dans ses enseignements et dans ses présentations, c'est qu'il met toujours des pages de manuels scolaires pour montrer ce qui est enseigné dans les écoles. Puis là, ça dit, il y a des milliards d'années, puis là, il souligne, là, avec un surligneur, là, il n'y avait pas d'oxygène dans le monde d'alors. Puis il n'y avait aucune quantité d'oxygène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait combien est-ce qu'il y a d'oxygène aujourd'hui dans l'air qu'on respire? Pardon? Oui, à peu près 20-21%. 78%, 76% de nitrogène, ensuite de l'oxygène, ensuite de l'argon, puis les autres petits gaz, puis nécessairement il y a aussi de la vapeur d'eau à travers tout cela. Mais donc ils disent non, dans ces conditions-là, pour que la vie puisse se produire par des réactions chimiques, il n'y en avait pas d'oxygène. On regarde les vieilles roches, on s'aperçoit qu'il y avait, en fait, les traces d'oxydation sont plus grandes. L'oxydation, c'est les différents métaux et les différents minéraux qui se trouvent dans les roches lorsqu'elles sont en contact. Ils sont en contact avec l'oxygène, ça les fait rouiller. Ça fait une oxydation. Puis en fait, toute la rouille qu'on trouve dans ces couches anciennes-là nous démontre qu'il devait y avoir beaucoup d'oxygène sur la Terre à cette époque. L'analyse de ces roches, estimée à être plus de 3,5 milliards d'années, démontre la présence de fer oxydé en assez grande quantité pour supposer, puis c'est pas un chrétien cet homme-là, que l'oxygène de l'atmosphère d'alors était 110 fois plus grand que prévu et peut-être 1 milliard de fois plus grand que ce qui était accepté autrefois. Parce qu'autrefois, on disait, il n'y en avait pas. Mais là, on a commencé à trouver des preuves qu'il y en avait. Donc, la possibilité que la vie se soit développée à la surface de l'eau, en contact avec l'air environnant, c'est zéro. Mais on l'enseigne encore dans les manuels scolaires aujourd'hui. Oui, Jeanne? Malgré cela, il enseigne quand même que la vie est apparue sans oxygène. Est-ce qu'ils disent alors que les premières formes de vie étaient anaérobies? Parce que ça existe certaines bactéries là, qui vivent à des taux très faibles d'oxygène. Est-ce qu'ils disent alors que ce serait ces types de bactéries-là qui seraient apparues en premier comme vie? Moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de ces différentes théories-là. Mais les théories principales, c'est le développement de ces différents éléments chimiques, comme je vous l'ai présenté, qui se seraient joints ensemble dans les acides aminés, puis ensuite qui auraient formé des protéines. Ça se peut qu'il y ait d'autres théories. Mais Kent Hovind, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il démontre qu'à travers tout ce qui est enseigné dans les manuels scolaires, il y a plein de faussetés qui ont été démontrées par la science, mais qui n'ont jamais été enlevées des manuels scolaires. On va parler dans la prochaine session de l'origine de l'homme. On va parler de la question des ancêtres de l'homme, comme par exemple l'homme de Cro-Magnon, puis le Néandertal, puis ainsi de suite. Tous ces différents chaînons manquants-là ont été démontrés comme étant soit des fraudes, ou n'étant pas du tout des hommes, ou n'étant pas des hommes vieux de tel âge. Puis toutes ces choses-là sont encore dans les manuels scolaires aujourd'hui. Puis il y a plein de faussetés qui sont présentées. Puis entre autres, qu'il n'y avait pas d'oxygène du tout sur la Terre ancienne. Et là, s'il y a d'autres, peut-être au niveau universitaire, il y a d'autres théories, c'est possible,
mais on sait qu'il y a des preuves d'oxydation très, très claires. Donc, ça ne se peut pas, d'après les théories principales de l'évolution, ça ne se peut pas que la vie se soit développée sur cette Terre-là il y a des milliards d'années. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend concernant le monde ancien par la science qui nous donne des indications. Il n'y a aucune preuve scientifique que la Terre avait un jour une atmosphère sans oxygène, comme les évolutionnistes le demandent. Les roches les plus anciennes de la Terre contiennent des preuves d'avoir été faites dans une atmosphère contenant de l'oxygène. Mais là, on est en train d'attaquer la religion de notre siècle présent. On est en train d'enlever un des éléments qui est crucial. Darwin a dit l'évolution nécessite le passage de la non-vie à la vie. Parce qu'il n'y en avait pas de vie à un moment donné si Dieu n'existe pas. Il n'y en avait pas de vie. Puis ensuite, nécessite que cette vie-là se soit modifiée, se soit transformée, puis l'accumulation des changements ont fait passer d'une espèce à une autre espèce pour qu'aujourd'hui, on voit tout ce qu'il y a autour de nous. Puis le darwinisme, c'est la grande théorie qui est encore populaire. On parle du néo-darwinisme, mais c'est la grande théorie qui est encore populaire aujourd'hui derrière le monde évolutif. Mais il n'y en a pas de preuve de cela. Les conditions pour la vie, ce chrétien dit, l'oxygène est un gaz toxique qui produit l'oxydation des matériaux organiques et inorganiques sur la surface de la Terre. Il est extrêmement mortel pour les organismes qui n'ont pas évolué une protection contre lui. Si on suit juste l'idée naturelle, il est extrêmement mortel. Un autre chrétien, ou deux autres chrétiens, disent il y a toutefois de très bonnes raisons pour rejeter cette perspective. Et dans ce chapitre-là, il parle de l'apparition de la vie, tout simplement par l'évolution. Il dit il y a des très bonnes raisons pour rejeter cette perspective. Premièrement, les conditions nécessaires sur la vie primitive pour produire la vie auraient pu aussi bien la détruire. En d'autres mots, un exemple, le travail en laboratoire démontre que l'oxygène ne pouvait être présent si la réaction devait avoir une chance de se produire. Il ne fallait pas qu'il y ait de l'oxygène. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Parce que ce qu'on sait du monde ancien, c'est qu'il y avait toujours de l'oxygène. Vous savez, même avant le déluge en tant que chrétien, beaucoup des couches de la terre ont été produites lors du déluge. Puis en fait, la plupart des couches de la terre. Puis on sait qu'avant que le déluge vienne, il y avait un taux d'oxygène plus élevé sur la terre. Comment est-ce qu'on voit ça? On voit ça à cause de l'arbre qui contient de l'oxygène d'avant le déluge, qui a été enseveli, qui a été fossilisé, mais qui a gardé cet oxygène-là. On est capable d'aller dans l'arbre et voir le taux d'oxygène dans l'air de l'époque. Puis très souvent, on trouve qu'il y avait 2 fois plus d'oxygène que ce qui se trouve aujourd'hui. Puis les scientifiques, lorsqu'ils parlent de ça, ils disent que c'est un peu l'effet hyperbolique, des chambres hyperboliques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ici, au Québec, on a quelques hôpitaux qui ont des chambres hyperboliques. Oui? Hyperbar. Bar. Hyperbar. OK, en anglais, c'est hyperbolique. Puis ces chambres-là, ce qu'elles font, c'est que quand quelqu'un a une blessure, pour essayer de traiter la blessure, puis c'est encore expérimental, c'est qu'ils poussent plus d'oxygène dans le corps de l'individu pour que ses cellules, l'hémoglobine, et ensuite aient un plus haut taux d'oxygène. Puis ce qu'ils ont trouvé, surtout dans les tests faits aux États-Unis, c'est que ça aide la récupération, ça aide à la guérison. Il y avait une petite fille dans les années 90 qui s'appelait Jessica, qui habitait au Texas. Et Jessica, alors qu'elle jouait sur le terrain, est tombée dans un trou. Puis lorsqu'elle est tombée dans ce trou-là, elle est restée prise pendant plusieurs jours dans un genre de puits. Puis il y avait vraiment, je pense que c'était 18 pouces, la circonférence ou le diamètre du puits. Et elle était prise dans ce trou-là. Puis quand finalement, le trou avait été fait dans de la grosse pierre, puis il n'était pas capable de briser la pierre pour se rendre où elle était dans le tuyau. Et quand finalement, après, je crois, quelques jours d'être prise dans cette situation-là, puis une de ses jambes était remontée. Elle a glissé, puis la jambe était collée sur elle. Puis lorsqu'ils ont réussi à la sortir, finalement,
sa jambe était totalement noire à cause qu'il n'avait pas eu d'oxygène, pas eu de sang qui avait véhiculé dans ça. Puis les médecins ont suggéré de lui couper la jambe. Mais un médecin a dit, on va essayer un traitement expérimental dans un de ces réservoirs-là où on va projeter plus d'oxygène. Et finalement, ils l'ont fait. Ça a guéri sa jambe. Juste le bout de quelques orteils ont dû être amputés. À cause de cet élément-là, que l'oxygène a la capacité d'aider les cellules à se réparer, puis ainsi de suite. Mais donc, on nous dit qu'en laboratoire, on s'aperçoit que c'est impossible finalement de produire la vie parce qu'il y avait de l'oxygène, c'est bien clair. Un autre auteur dit aujourd'hui, plusieurs scientifiques argumentent qu'il n'y avait jamais eu une atmosphère réduite, c'est-à-dire sans oxygène. La NASA a publié un rapport déclarant qu'un nouveau modèle contenant de l'oxygène devait être utilisé. Si l'oxygène faisait partie de l'atmosphère originale, alors la chimie de l'origine de la vie, utilisant une atmosphère réduite, ne peut fonctionner. C'est tout simplement impossible. La vie ne peut débuter avec de l'oxygène dans l'atmosphère. Est-ce que la vie, donc, a débuté au fond des océans? Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'hydrolyse. Mais au niveau des réactions dans l'eau, on sait qu'il y a certaines réactions chimiques qui ne peuvent pas se produire. Par exemple, la réaction qui amène les acides aminés à se joindre ensemble ne peuvent pas se produire lorsque c'est de l'eau. Dans certains liquides, oui, on peut le produire, mais pas dans de l'eau, tout simplement. Ça empêche cela de se faire. Donc, concernant l'évolution, nous voyons que c'est un échec au niveau de l'origine de la vie. Plus de 30 ans d'expérimentation sur la question des origines de la vie dans les domaines de l'évolution chimique et moléculaire ont permis une meilleure perception de l'immensité du problème de l'origine de la vie sur la Terre plutôt que de sa solution. J'avais déjà cité cet auteur-là. Un autre auteur dit « Plusieurs investigateurs se sentent mal à l'aise de déclarer en public que les origines de la vie est un mystère. Même si à porte fermée, ils admettent librement qu'ils sont dépassés. » C'est vraiment, la science ne peut pas être en accord avec la théorie de Darwin. Ils craignent qu'une admission franche de leur ignorance leur fera perdre des fonds. C'est effectivement le cas. Si on a un archéologue qu'on est prêt à payer pour aller faire des fouilles, puis on sait qu'il se déclare contre Darwin, on va le mettre de côté. Il y en a en masse d'archéologues. Si on a un géologue qui est prêt à aller faire de l'analyse des roches de la Terre, puis on sait qu'il a des doutes concernant Darwin, on va le mettre de côté. On va prendre quelqu'un qui est fidèle au dogme, puis qui va suivre le dogme, puis c'est vraiment un échec. Mais je vais juste terminer avec le point numéro 5 à la page 3, la complexité de la vie. Juste pour qu'on puisse vraiment admirer l'œuvre de Dieu et réaliser que la vie ne peut être qu'un produit d'une œuvre créatrice venant de Dieu. Juste quand on parle de la complexité de la vie, on peut s'arrêter sur la question de la cellule. La cellule, c'est le moteur de la vie. C'est le moteur qui permet à la vie de se développer dès la conception, qui permet à la vie de se maintenir. La cellule, c'est vraiment le mécanisme de la vie organique. Et la cellule, on en a des trillions dans notre corps. La cellule est si complexe en elle-même que les rapports et l'interaction dans une grande métropole, une grande ville, n'est rien en comparaison avec sa complexité. Un auteur, comme j'ai cité tout à l'heure, nous parle du Boeing 747, qui a 4,5 millions de parties qui sont mises ensemble et qui permettent à ce véhicule-là de voler. Mais quand on pense à la cellule, elle a des milliards de parties qui lui permettent de fonctionner avec toutes ses réactions chimiques, avec tout son contrôle, avec tous ses agencements pour permettre à la vie d'exister.
la probabilité de l'apparition aléatoire de la vie ou l'apparition par hasard de la vie sont totalement nulles. C'est impossible. Hall et Wickramasinghe concluent que la probabilité pour l'apparition de la vie n'importe où dans l'univers à partir d'un processus évolutif était aussi raisonnable que de croire qu'un Boeing 747 entièrement opérationnel pourrait venir d'une tornade qui frappe une cour à rebut. Donc, encore une fois, ils reprennent cette même probabilité-là. Un autre auteur dit « La science a fait des progrès énormes dans sa compréhension de comment la chimie de la vie fonctionne, mais l'élégance et la complexité des systèmes biologiques au niveau moléculaire ont paralysé la tentative de la science d'expliquer ses origines. » Puis quand les scientifiques regardent les faits, s'ils sont honnêtes, ils doivent dire « on n'a aucune explication, c'est un mystère ». Au lieu de dire « non, on le sait, c'est la main même de Dieu qui nous est révélée ». Ça, c'est tellement plus simple de croire ça. Il dit « la complexité de la fondation de la vie a paralysé la tentative de la science de l'expliquer. Les machines moléculaires ont érigé un mur impénétrable devant la portée universelle du darwinisme. Un mur qu'on ne peut pas traverser. C'est tout simplement impensable. En privé, plusieurs scientifiques avouent que la science ne possède pas d'explication pour le commencement de la vie. Il n'y en a pas de théories valables qui peuvent s'expliquer pour dire comment la vie est venue. Vous savez, quand on pense à Charles Darwin en 1859, lorsqu'il a publié L'origine des espèces, le point numéro 1 sous la lettre D, son livre, c'est L'origine des espèces. Il en a fait plusieurs livres, Charles Darwin. Mais c'est vraiment L'origine des espèces qui a fait la promotion de la sélection naturelle, puis ça débutait avec la non-vie qui est devenue de la vie, le développement de toutes les espèces. Et lorsqu'il a fait cela, pour lui, le modèle évolutif était bien simple. Il disait que la matière, plus une forme d'énergie quelconque, plus le temps, à travers l'histoire de la planète Terre, a amené la vie. Il avait quand même des réticences parce qu'il ne connaissait pas vraiment le monde microbiologique. Il dit, si on vient qu'à découvrir finalement qu'il y a une grande complexité dans les choses qu'on n'est pas capable de voir aujourd'hui, ils avaient seulement des microscopes à lentilles, les microscopes électroniques, puis toutes les autres, la cristallographie, puis toutes ces choses-là qui nous permettent maintenant de connaître même l'ADN, puis ainsi de suite, ça n'existait pas. Mais il dit, si on voit qu'il y a une complexité plutôt que juste du jello qui se trouve dans le fond de nos organismes, à ce moment-là, on va peut-être avoir un problème. Mais vous savez, aujourd'hui, on le sait, que le seul modèle qui pourrait être logique, c'est le modèle de la création, qu'il y a de la matière, évidemment, l'énergie, le temps, Dieu a pris toutes ces choses-là, ou a créé toutes ces choses-là, mais surtout qu'il y a une intelligence derrière le tout. Parce que c'est tellement complexe, c'est tellement profond. Puis là, on ne rentre pas dans tous les détails. J'ai lu le livre de M. le docteur B.E. que je vous ai mentionné. Il a écrit une brique en biochimie. Et moi, j'ai connu un petit peu la biochimie dans le passé, je l'ai étudié un petit peu, j'étais dépassé. Puis il a dit, je vais rendre ça tellement simple que même des gens sans expérience puis sans formation en biochimie vont le comprendre. Puis moi, il y a des chapitres que je ne comprenais pas du tout. Je sautais une page après l'autre, juste pour montrer la complexité énorme, l'information qui était nécessaire, une intelligence derrière le tout. Depuis les découvertes de James D. Watson et de Francis H. C. Crick qui ont découvert l'ADN, il fut de plus en plus réalisé par les recherchistes modernes que l'information dans une cellule est d'une importance cruciale pour l'existence de la vie. 20 000 volumes qu'on trouverait dans une bibliothèque. C'est l'information qu'on retrouve dans la cellule humaine. Les codes des gènes, puis tous les codes de programmation et de contrôle, on estime que c'est l'équivalent de 20 000 volumes. Pensez à seulement un livre
qu'on croirait, on dit, si on met des chimpanzés sur une dactylo, puis qu'ils tapent de manière aléatoire les lettres de la dactylo, l'alphabet de notre vocabulaire, puis de penser qu'ils pourraient produire un livre, on dirait que ce serait totalement farfelu de croire ça. Mais pourtant, on parle de 20 000 livres d'informations qui se trouvent dans la cellule, dans l'ADN. Puis cet auteur-là dit n'importe qui veut faire des déclarations valables concernant l'origine de la vie serait forcé d'expliquer comment l'information est apparue. Toutes les perspectives évolutives sont fondamentalement incapables de répondre à cette question cruciale. Puis ce qui est triste, c'est qu'un jour, j'étais dans une conférence à l'université McGill, puis il y avait un créationniste qui était biochimiste, puis il y avait un évolutionniste qui était biochimiste, le docteur Gish puis le docteur Bell. Ils ont débattu de la question des preuves venant de l'ADN, venant de ce code-là qui est dans les cellules qu'on retrouve partout autour de nous dans le monde vivant. Puis le docteur Bell il a dit, c'est évident, le code de l'ADN prouve l'évolution. Parce qu'il prouve que toutes choses viennent d'un ancêtre commun, ayant des codes d'ADN dans leurs cellules, dans chacune des cellules. Puis au lieu de cela, le docteur Gish, lui, a débattu qu'au contraire, il y a une spécification de chaque ADN, une précision qui distingue toutes les ADN de toutes les espèces. On appelle ça la phylogénétique. Lorsqu'on regarde la comparaison des codes d'ADN, toutes sortes de comparaisons entre les espèces. Et d'ailleurs, l'être humain, si on est honnête, on est plus similaire à des tomates qu'à des chimpanzés dans certaines des comparaisons. Les séquences d'ADN puis ainsi de suite de nos gènes sont plus similaires à des tomates qu'à des chimpanzés. Mais en tout cas, j'en raffinerai pas dans tout ça. C'est ça, on est tous des tomates. Mais puis au lieu de voir un ancêtre commun, la conclusion du docteur Gish, c'est qu'il y a un créateur derrière toute espèce. C'est lui qui nous amène à cette conclusion-là, que l'ADN a un témoignage extraordinaire d'une information qui a été mise là par le Créateur lui-même, qui essaie d'avoir notre attention, qui désire qu'on puisse le rechercher, qu'on puisse le connaître personnellement. Et Dr. Bell, lui, il a eu une ovation de tout le monde académique qui était là, les milliers d'étudiants. Puis l'autre, ils ont dit, ils nous ont envoyé leur meilleur. Dr. Bell a dit ça, puis il ne nous a rien enseigné de valable. C'était tellement biaisé, c'était triste. Mais ça démontre encore comment est-ce qu'on peut être aveuglé, comment est-ce qu'on peut fermer nos yeux, puis comment est-ce qu'on peut chercher toutes sortes de théories pour prouver ça. Juste en terminant, on nous dit l'ajout de l'énergie a fait toute la différence. Peut-être qu'il y a eu de la radiation sur la Terre. Peut-être qu'il y a eu de l'électricité. Peut-être c'est le soleil, finalement, qui a produit quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et avec un ajout d'énergie, un ajout d'une forme quelconque d'énergie, ben là, on a la réponse à tous. Des fois, c'est le temps, la baguette magique. Des fois, c'est le hasard. Puis des fois, c'est l'énergie. Mais vous savez, toutes les formes d'énergie qu'on connaît sont nocives si elles ne sont pas bien gérées et si elles ne sont pas dosées de la bonne manière. Enlevez l'atmosphère autour de la Terre et vous me direz si vous appréciez l'énergie du soleil. Mettez-vous près d'une centrale nucléaire lorsqu'il y a un problème avec les réacteurs, puis dites-moi si l'énergie nucléaire et la radiation, c'est bon. Mettez vos doigts sur une prise électrique, puis peut-être avec une flaque d'eau en dessous de vous, puis dites-moi si l'énergie est nocive ou non. Mais encore une fois, c'est une autre manière de juste essayer de justifier la croyance. L'origine de la vie, ce que la science nous dit, c'est un grand mystère. Ce que Dieu nous dit, c'est lui qui l'a fait. C'est lui la grande cause derrière la vie. Et les scientifiques, s'ils sont honnêtes, vont le dire peut-être en secret, parce qu'ils ont peur de la pression des pairs, et ils ont peur de perdre leur emploi. Donc, quand on va continuer la semaine prochaine, Dieu voulant, on va parler de l'origine de l'homme. Qu'est-ce qu'on apprend dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on apprend selon la science objective concernant l'origine de l'homme? Est-ce qu'il y a eu un homme de Cro-Magnon? Puis est-ce qu'il est un ancêtre, un chaînon manquant de l'homme? Est-ce que Lucie
Finalement, c'est une des plus vieilles ancêtres de 1,3 million d'années, nous démontrant que l'homme, à cette époque-là, était tellement tout petit, parce qu'il était dans son processus en tant que primaire, son processus de développement évolutif. On va s'apercevoir qu'encore une fois, l'être humain est en train de nous mentir pour nous garder loin d'une vraie adoration du Créateur. Donc, la semaine prochaine, nous allons regarder ça.